parole à Christophe Prémat. Euh, donc, il y avait prévu 2 interventions. S'il peut en faire qu'une, ce sera plus simple. Je dis ça parce que le temps passe. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les rapporteurs, donc j'ai une question pour chaque rapport. Donc, euh, Madame Pompili, j'ai une question à vous poser concernant la mise en œuvre de la pédagogie différenciée que vous appelez de vos voeux à la fin de votre rapport. Et je sais que euh, vous montrez que le rôle notamment des 75 000 auxiliants de vie scolaire est essentiel, mais que celui de leur formation est crucial. Peut-on envisager une professionnalisation de leur rôle avec à la clé la transformation de leur poste en CDI? Cette professionnalisation est essentielle pour le cas des enfants qui présentent parfois un handicap moins visible. Et je pense que la question de la formation s'étend aussi au premier pilier de la refondation de l'école, les professeurs de l'école primaire. À ce titre, je signale que l'amendement de Benoît Hamon, que j'ai co-signé, ne prévoit pas, n'incrimine pas les professeurs de classe préparatoire, mais simplement prévoit une baisse de la rémunération sur l'école, CO2LES, pas sur l'école en général. Voilà. La deuxième question, Madame Dion. Voilà, je remarque que le panorama de la recherche que vous décrivez se limite surtout à la santé publique. Et j'aurais aimé voir dans ce rapport comment il serait possible de lever des fonds pour la recherche autour des luttes contre la discrimination notamment. Comme le Conseil national du sport et le Parlement du sport émet des recommandations en la matière, y a-t-il une articulation plus étroite entre ce Conseil et les laboratoires de recherche pour affiner une véritable stratégie nationale de ce sport? Quid des projets européens de recherche qui pourraient justifier cette levée de fonds? Et enfin, Madame Lang, le diagnostic que vous portez est alarmant et votre rapport a le mérite de montrer les limites d'un modèle actuel. Il y a un besoin de rénovation et d'adaptation du patrimoine immobilier universitaire, surtout lorsqu'on affiche un objectif ambitieux d'accès de masse aux études supérieures. Force est de constater que nos locaux ne sont pas adaptés et pas préparés à cette massification voulue des publics. En plus, vous n'allez pas jusqu'au bout du coup de cette mise aux normes, puisqu'il y a les normes énergétiques, en phase avec la loi votée sur la transition énergétique, et l'accessibilité qui est en question. Donc je reviens sur la limite du modèle que vous avancez, avec une proposition sur les partenariats publics-privés. Comment lever des fonds pour avoir de véritables campus qui dynamiseraient la vie étudiante? À ce titre, la sous-occupation des locaux concerne, je pense, les questions d'alternance temporelle, c'est-à-dire qu'il y a des locaux qui sont suroccupés à certains temps de la semaine, mais sous-occupés à d'autres moments de la semaine. Les fonds de roulement sont en deçà des limites conseillées. Comment associer l'État, les collectivités territoriales et une forme de mécénat universitaire qui est très modeste pour rénover, adapter ce patrimoine? C'est toujours alarmant quand dans un budget, les dépenses de fonctionnement et du bâti empêchent de véritables investissements sur la recherche et l'innovation. Je vous remercie. Merci Christophe Prémat. La parole est à Valérie Corr.